On croit souvent qu'une grande arnaque financière s'effondre le jour où la fraude est révélée, le moment où les preuves deviennent trop visibles pour être ignorées, le moment où le système réagit enfin. Mais dans la réalité, ce scénario est presque toujours faux. Les plus grandes arnaques financières ne disparaissent pas parce qu'on les découvre. Elles disparaissent lorsque le système qui les soutient n'est plus capable de les maintenir en vie. Pendant des années, parfois des décennies, ces montages sont partiellement connus, documentés, parfois même signalés. Et pourtant, rien ne s'arrête. Comprendre pourquoi ces affaires tiennent si longtemps et ce qui provoque réellement leur chute change radicalement la manière de lire les scandales financiers. La plupart des récits populaires décrivent les arnaques financières comme des montages dissimulés, opérant dans l'ombre jusqu'au jour où la vérité éclate brutalement. Cette vision est rassurante. Elle suggère que le système est sain, que seuls quelques individus malveillants parviennent temporairement à le contourner, et qu'il suffit de les identifier pour que tout rentre dans l'ordre. La réalité est beaucoup plus dérangeante. Les grandes arnaques financières ne prospèrent presque jamais dans le secret absolu. Elles prospèrent dans la complexité. Elles existent au grand jour, mais sous une forme fragmentée, éclatée, suffisamment technique pour que personne ne puisse en saisir l'ensemble sans effort considérable. Les informations sont là, dans des rapports, des bilans, des documents juridiques, des communiqués officiels. Mais elles sont dispersées, diluées et rarement mises en perspective. Chaque acteur du système n'en perçoit qu'un fragment. L'investisseur voit un produit qui fonctionne et délivre des rendements cohérents. La banque voit un client solvable, respectant les règles apparentes. L'auditeur examine un périmètre précis, conforme aux normes qu'il est chargé d'appliquer. Le régulateur observe un acteur parmi d'autres, dans un environnement saturé de données et de priorités concurrentes. Aucun de ces acteurs ne ment nécessairement. Aucun n'a, à lui seul, une vision complète. Cette fragmentation crée une illusion collective, celle que quelqu'un, quelque part, contrôle l'ensemble. Or, ce quelqu'un n'existe souvent pas. La responsabilité se dilue à mesure que le système grandit. Plus un montage est vaste, plus il devient difficile à remettre en cause, non pas parce qu'il est parfaitement caché, mais parce qu'il est partout à la fois. À cela s'ajoute un élément décisif. Remettre en cause un acteur financier d'envergure n'est jamais un acte neutre. Signaler un dysfonctionnement majeur, c'est potentiellement provoquer des pertes, des tensions, des effets en chaîne. Dans un environnement où la stabilité est valorisée, l'alerte devient un risque en soi. Le doute est toléré tant qu'il reste théorique. L'action, elle, engage des responsabilités. C'est ainsi que de nombreux systèmes fragiles continuent de fonctionner bien au-delà de ce que leur solidité réelle permettrait. Non pas parce que personne ne voit rien, mais parce que personne n'a intérêt immédiat à être celui qui fera s'effondrer l'édifice. Pour durer, une grande arnaque financière n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle n'a pas besoin de promesses irréalistes ni de rendements extravagants. Au contraire, elle doit rester crédible. Non pas crédible au sens moral, mais crédible au sens systémique. La crédibilité est construite avec soin. Les chiffres ne doivent jamais choquer. Les performances doivent sembler régulières, maîtrisées, presque ennuyeuses. Les documents sont propres, les présentations rassurantes, les procédures formellement respectées. Rien ne crie anomalie, tout suggère la normalité. Les acteurs impliqués jouent un rôle clé dans cette construction. Des intermédiaires reconnus, des partenaires établis, parfois des institutions de premier plan, servent de point d'ancrage psychologique. Leur simple présence agit comme un certificat implicite de sérieux. Si ces acteurs sont là, c'est que quelqu'un a vérifié. Si personne ne s'oppose ouvertement, c'est qu'il n'y a sans doute rien à signaler. La crédibilité fonctionne alors comme une armure collective. Elle ne prouve pas que le système est sain, elle rend le doute inconfortable. Celui qui questionne doit se justifier. Celui qui insiste devient gênant.
Celui qui alerte est renvoyé à une posture excessive, presque irrationnelle. Le problème n'est plus le système, mais celui qui ose le remettre en cause. Avec le temps, ce mécanisme s'auto-renforce. Plus le montage dure, plus il paraît solide. Plus il paraît solide, plus il attire de capitaux. Et plus il attire de capitaux, plus il devient coûteux de le remettre en question. La durée devient une preuve en soi. Si cela fonctionne depuis si longtemps, c'est que cela doit être fiable. Cette logique profondément humaine est l'un des piliers silencieux des grandes arnaques. Cette crédibilité est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur des signaux faibles mais constants. Des audits validés, même limités. Des contrôles passés sans incident majeur. Des articles neutres, parfois même élogieux. Rien de décisif, mais suffisamment d'éléments pour installer une confiance diffuse. La fraude, si elle existe, se fond dans le bruit de fond normal du système financier. À ce stade, la question n'est plus de savoir si tout est parfaitement sain. Elle devient « pourquoi remettre en cause ce qui fonctionne ? Pourquoi être celui qui déclenche un doute là où le consensus semble établi ?» La crédibilité ne bloque pas l'information. Elle bloque l'impulsion d'agir. Et tant que cette armure tient, le système peut continuer à fonctionner, même s'il repose sur des bases fragiles. Dans l'imaginaire collectif, les grandes arnaques financières persistent parce que les contrôles seraient absents ou inexistants. Cette idée est trompeuse. En réalité, les contrôles sont presque toujours présents. Audits internes, audits externes, autorités de supervision, cadres réglementaires nationaux et internationaux. Sur le papier, le système semble saturé de garde-fous. Pourtant, c'est précisément cette accumulation de contrôles qui crée l'un de ces angles morts les plus dangereux. Chaque contrôle est conçu pour examiner un périmètre précis. Un auditeur vérifie la conformité de certains documents. Une autorité de régulation surveille un champ juridique déterminé. Une banque contrôle les flux qui transitent par ses propres comptes. Chacun fait son travail, souvent sérieusement, mais dans un cadre strictement délimité. Ce qui manque, ce n'est pas la vérification, c'est la vision d'ensemble. Personne n'est réellement chargé de relier tous les points. Personne n'a pour mission explicite de poser la question la plus dérangeante. Et si le problème ne se situait pas dans un détail, mais dans la structure globale? Cette question dépasse les compétences formelles de la plupart des acteurs. Elle implique de sortir de son périmètre, de prendre un risque, d'assumer une responsabilité qui n'est pas clairement attribuée. À cela s'ajoute un facteur souvent sous-estimé. Déclencher une alerte n'est jamais neutre. Signaler un dysfonctionnement majeur peut provoquer une crise de confiance, des pertes financières immédiates, des contentieux, voire des conséquences politiques. Dans un environnement où la stabilité est valorisée, celui qui alerte s'expose davantage que celui qui se tait. L'inaction devient alors une stratégie rationnelle à court terme. Cette logique n'implique pas une conspiration organisée. Elle repose sur des choix individuels cohérents pris dans un cadre collectif dysfonctionnel. Chaque acteur, pris isolément, agit de manière prudente pour se protéger lui-même et protéger son institution. Mais l'addition de ces prudences individuelles produit une paralysie collective. Le système continue d'avancer, même s'il est bancal, parce que personne n'a intérêt à être celui qui appuie sur le bouton d'arrêt. Plus le montage grossit, plus ce mécanisme se renforce. Les montants en jeu augmentent. Les acteurs exposés se multiplient. Les interdépendances deviennent plus complexes. À ce stade, intervenir n'est plus seulement une question de conformité ou de morale, c'est une décision aux conséquences systémiques. Et plus les conséquences potentielles sont lourdes, plus la tentation de différer l'action est forte. Ainsi, de nombreuses arnaques financières ne survivent pas malgré les contrôles, mais en partie grâce à leur organisation. Les contrôles existent, mais ils sont fragmentés, compartimentés, incapables de déclencher une réponse globale tant que le système semble fonctionner. L'inaction n'est pas un oubli. Elle devient une composante structurelle du fonctionnement financier moderne, jusqu'au moment où la réalité rend toute attente impossible.
À mesure que le temps passe, un phénomène plus insidieux s'installe. L'illusion de stabilité. Tant que le système continue de fonctionner en apparence, tant que les flux financiers circulent, tant que les retraits sont honorés et que les échéances sont respectées, rien ne semble urgent. Les signaux d'alerte, lorsqu'ils existent, paraissent abstraits face à la réalité quotidienne des opérations qui se poursuivent normalement. Cette illusion est renforcée par un raisonnement simple, mais trompeur. Si un montage tient encore, c'est qu'il doit être suffisamment solide. La continuité devient une preuve implicite de viabilité. Les bilans sont publiés, les emplois sont maintenus, les relations commerciales se poursuivent. Le système ne donne aucun signe visible d'effondrement imminent. Dans ce contexte, remettre en cause l'ensemble paraît excessif, voire irresponsable. Peu à peu, l'arnaque cesse d'être perçue comme une anomalie. Elle devient un acteur économique à part entière. Des salariés en dépendent. Des partenaires sont engagés. Des institutions financières sont exposées. Des États observent la situation avec prudence, conscients qu'une intervention brutale pourrait provoquer des effets en chaîne bien plus graves que le maintien provisoire du statu quo. À ce stade, la question centrale n'est plus de savoir si le système est sain. Elle devient « peut-on se permettre qu'il s'effondre maintenant ?» Tant que la réponse semble négative, la logique dominante consiste à différer toute décision radicale. La fraude, si elle est perçue comme telle, n'est plus seulement tolérée, elle est reportée. Le temps devient un outil de gestion du risque, même si ce risque continue de croître. Mais cette illusion de stabilité ne peut pas durer indéfiniment. Il existe toujours un point de rupture. Contrairement au récit simplifié, ce point de rupture n'est presque jamais la révélation soudaine de la fraude. Il est financier, technique, mécanique. Il se manifeste lorsque la liquidité disparaît. Un retrait massif, une crise externe, une perte de confiance brutale, un choc macroéconomique. Il suffit parfois d'un élément extérieur pour gripper un système déjà fragilisé. À cet instant, les mécanismes qui permettaient de maintenir l'illusion cessent de fonctionner. Il n'y a plus assez d'argent pour honorer les engagements. Plus assez de flux pour masquer les déséquilibres. La réalité comptable s'impose, non pas par choix, mais par contrainte. Lorsque la chute survient, elle est presque toujours présentée comme soudaine, imprévisible. Pourtant, elle est le résultat d'années de reports successifs, de décisions différées, de signaux ignorés. L'effondrement n'est pas moral, il n'est pas déclenché par la reconnaissance officielle de la fraude. Il est provoqué par l'impossibilité matérielle de continuer à faire fonctionner le système. Après la chute, le discours change. On parle de responsabilité, de sanctions, de leçons à tirer. Mais le mécanisme fondamental reste le même. Les pertes sont rarement réparties équitablement. Les derniers entrants paient le prix fort. Les structures centrales absorbent le choc. Et le système, une fois la poussière retombée, se réorganise, prêt à reproduire, sous d'autres formes, des dynamiques similaires. C'est ainsi que les grandes arnaques financières ne s'effondrent jamais seules. Elles tiennent tant que l'illusion peut être financée, et tombent lorsque cette illusion devient trop coûteuse à maintenir. Si ce récit t'a aidé à comprendre les mécanismes plutôt que les scandales isolés, l'ensemble des enquêtes détaillées est disponible sur blackmoney.fr. Chaque affaire y est analysée séparément, avec les faits, les documents et le contexte qui permettent de replacer ces logiques systémiques dans le réel. C'est là que chaque histoire prend sa profondeur propre.